Bonjour, le podcast que vous allez écouter est une création des membres du forum L'Étoile Zéroïque dit LTH, et les idées exprimées ne reflètent que l'opinion de leurs auteurs. Sur ce, bonne écoute! Bonjour dans ce nouvel épisode du podcast Héroïque, un épisode un peu spécial puisque nous allons ce soir débattre autour de films que personne autour de cette table n'a vu ou en tout cas n'a pu voir. En effet, alors nous sommes à une époque où les studios ne tardent plus à donner le feu vert au moindre projet aussi improbable soit-il. Il fut un temps où au contraire ces mêmes projets auraient pu patiner sévère au stade du fameux développement L ou l'enfer de développement. Alors imaginez un Justice League réalisé par les Wachowski en guise de réponse directe aux Avengers premier du nom. Imaginez encore un Batman et Superman par un certain Wolfgang Peterson surfant entre un X-Men et un Spider-Man. Sans oublier un Silver Surfer réalisé par David Fincher sortant de Alien 3. Alors, ce n'est donc pas un débat cherchant à dresser un bilan auquel nous allons assister, mais une réflexion autour d'un monde parallèle où l'univers du comic book n'aurait pas été tout à fait le même. Alors, pour débattre avec moi, moi, Mulder 29, pour débattre avec moi, Cicéron, Hello. Adan Edel Bonsoir tout le monde, ça fait longtemps. et Nifler. Salut à tous. Alors, je vais peut-être commencer par Cicéron, ton point de vue. Sur les projets abandonnés, Oui. déjà pour donner une trame générale en une seconde, évidemment je ne suis pas dans le secret des dieux sur chaque film, mais on peut résumer les causes un peu en deux grandes causes en fait. On dit que le cinéma est un art et une industrie, alors parfois il y a des projets qui sont annulés pour raisons artistiques et d'autres parfois qui sont annulés pour raisons industrielles. Donc côté artistique, c'est des questions de désaccord avec le réalisateur, les acteurs, etc. Et côté industriel, ça peut être le studio qui ne parie plus financièrement sur telle ou telle franchise, un acteur qui devient trop gourmand, etc., etc. Donc les deux causes sont inhérentes aux deux facettes du cinéma, à savoir dans son volet industriel et son volet artistique. Voilà. Nifler, tu aurais quelque chose à ajouter? Moi, comme tu dis, j'aime beaucoup imaginer un univers où ces films existent, où on a pu les voir en salle et où c'est eux qui ont modelé le paysage des films qui sortent aujourd'hui, notre paysage cinématographique et culturel. Donc c'est plus de ce côté-là que j'aime bien voir un peu les projets, qu'est-ce que ça aurait donné, telle vision de tel réal sur tel personnage. Voilà. Voilà. Ada? Moi, un peu comme Nifler, c'est un exercice de pensée aussi que j'aime beaucoup, de se dire tel film aurait pu apporter telle chose au genre, et en même temps, bon, on aura l'occasion d'y revenir quand on entrera un peu plus dans le détail, mais par exemple, un film comme le Watchmen de Zack Snyder, on aurait pu se dire, s'il n'était pas sorti, on aurait pu se dire, justement, s'il était sorti, ça aurait changé énormément de choses, mais là, le fait qu'il est bien sorti, est-ce que ça a vraiment modelé la suite du paysage cinématographique? En gros, la part de fantasme, quoi. Ouais, c'est ça, parce que par exemple, il y a le Watchmen de Terry Gilliam dans les années 90, qui est un projet qui aurait pu tout changer ou pas. Et donc c'est ça, on peut se dire effectivement, oui, un Watchmen par Terry Gilliam, ça aurait été un truc monstrueux, et ça aurait pu complètement changer les films super-héroïques de ces 20 dernières années. Et au final, quand on voit le relatif impact qu'a eu le film de Zack Snyder, on peut se dire, finalement, est-ce que ça relève pas finalement du fantasme d'imaginer des choses comme ça? En tout cas, c'est un exercice que je trouve très drôle, et donc c'est ce qu'on va faire ce soir, et je pense que ça va être intéressant. Parce que, je parlais dans mon intro, tu es fini? Oui, c'est bon, j'ai terminé. Je parlais dans mon intro le fameux développement L. Enfin, je sais pas si je prononce bien l'enfer du développement. Tout le monde connaît cette étape-là, en fait, cette case maudite
Ouais, oui, il y a pas mal de films qui restent bloqués dedans pendant plusieurs années. Ben, typiquement les films de Terry Gilliam. Ouais. Le Cicéron, le développement L, ça te dit quelque chose? Non, L'expression. je suis tout oui. Ouais, quelqu'un peut l'expliquer? Ou essayer de Bon, l'expliquer? moi, c'est quand un film reste bloqué à l'étape de pré-production, qui subit de nombreuses réécritures, que plein de scénaristes passent dessus, et que finalement, bien souvent, ça amène à l'abandon du projet parce que ça prend trop de temps, le studio n'arrive pas à sortir avec une vision du film va le satisfaire. Parfois, ça arrive qu'un film sorte du développement de Hell et finisse par sortir au cinéma. Ben, toujours avec Terry Gilliam, il y a eu L'homme qui tua Don Quichotte il y a quelques années. Il avait tenté de le tourner déjà il y a 15 ans. Il y avait une tempête qui avait complètement balayé le lieu de tournage. Donc il avait abandonné le projet, il a essayé de le reprendre plusieurs fois et finalement il est sorti. C'était avec Adam Driver notamment. Et, euh, et ouais, c'est le truc du développement de Hell, c'est que souvent on va se faire des idées, on se dit ce film, ça fait tellement longtemps qu'on veut le voir qu'on se fait une montagne de ce qui peut être, et au final, bah, même si c'est juste un bon film, on peut se sentir un peu déçu. Enfin, moi, c'est ce que j'avais ressenti du coup en voyant L'homme qui tua Don Quichotte. Il est vraiment très très bien, mais pour un film qui est resté 15 ans en développement, c'était. En tout cas, voilà, c'est une étape de production particulièrement laborieuse pour un film. Parce que j'en connais, parce que le développement L, je crois que c'est aussi une question comment dire, ils arrivent plus à, mais pas seulement une question de, enfin, c'est comme ça que je vois les choses. C'est pas seulement une question de l'angle du projet correspond au producteur, mais c'est simplement que le projet sur papier doit être trop coûteux et donc est trop coûteux quoi. Et le devis du film va être trop coûteux et donc la production n'accepte toujours pas de lancer le projet. Je crois que c'est arrivé pareil pour Thor numéro 1 où sans arrêt où il devait revenir dessus pour pouvoir avoir un budget dans les 100 millions mais pas 200 par exemple. Pour Flash, je crois que ça posait problème plusieurs fois, non? Ah, Flash, oui, c'est l'exemple typique du développement de Hell, ouais. Avec plusieurs scénaristes et réalisateurs qui se succèdent Donc c'est une chose plutôt plus industrielle que artistique. je dirais que la cause artistique peut arriver aussi hein, si aucun scénariste arrive à aboutir à un script satisfaisant. Mais après, bon, c'est Hollywood, donc forcément l'argent a une grande part de responsabilité dans les décisions. Parce que par exemple, pour le Superman de Tim Burton, c'était Kevin Smith qui était aux manettes sur le scénario et vers 2000 en fait, Kevin Smith s'est barré du projet. Vous savez ce dont devait parler le Superman Live de Tim Burton ou pas? Alors, ouais, j'avais lu un résumé du script il y a quelques années, mais j'ai plus tous les éléments en tête, donc si tu peux faire un petit résumé rapide. Bah, il me semble que, enfin, je crois que c'était ça. Il devait adapter en fait la période de Superman on voyait la mort de Superman et sa résurrection. Ouais, mais au lieu de Doomsday, c'était pas Brainiac en méchant du film. Entre autres, ouais. Non, mais il y a eu plusieurs trucs. Hein, donc le producteur, c'est John Peters, qui est donc le producteur qui dirige la franchise Superman chez Warner. John Peters est sur la franchise depuis le premier Superman hein, avec de Richard Donner. Et il se trouve que Kevin Smith, donc, qui s'est barré du projet et pendant plusieurs années, il balançait sévère sur John Peters. Genre le mec ne connaît pas du tout son sujet, il ne connaît pas Superman. Parce que c'est dans une interview hein, qui est passée, qui est en ligne, je crois, sur le net. Et il y a par exemple un truc tout con, John Peters voulait imposer une idée de une Superman qui combat une araignée géante. Oui, il y avait ça aussi. Mais enfin, le film était plein d'idées vraiment bizarres. Il y avait un costume néon multicolore pour Superman. Ah, d'ailleurs, petite anecdote assez rigolote, avant que ce soit Nicolas Cage qui arrive sur le projet, ben, Kevin Smith, du coup, voulait que ce soit un de ses amis, donc Ben Affleck, qui prenne la cape de Superman. Ah oui, parce qu'on était en plein, c'est pendant Dogma le projet, je crois. Mm. Et pour situer un petit peu le projet,
chez Tim Burton, c'était avant le Planète des singes. Oui, oui, bah après c'est Batman. Donc le Niffler, ça te dit quelque chose ces projets-là? Ah oui, j'en ai déjà entendu parler, Ouais. vaguement, mais j'en ai entendu parler. Parce que ouais, il y avait le Flash donc le Flash c'était Whedon qui devait le faire. Et ça la saurait aussi, c'est barré. Wonder Woman devait sortir à peu près. Normalement, c'était ça, c'était vers 2000. Il y a eu Flash, Wonder Woman, et dans ces années-là, Warner bloquait tout, quoi. Il y avait vraiment un côté. Il y avait. C'est là. Enfin, pour moi, en fait, cette étape de développement, ça traduit une chose, c'est-à-dire, enfin, moi, je le percevais, et comme mes amis geeks de l'époque, je percevais comme la production ne connaît pas la mythologie du comics et ça bloque sévère. Ils ne savent pas en quoi ces films-là peuvent être intéressants. Parce qu'ils voyaient les geeks comme les ados crétins boutonneux. Sauf que avec le temps maintenant, je me dis c'est simplement que les analystes ou spécialistes en fait qui analysent le marché n'arrivaient pas à analyser correctement le public cible. Oui, 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 sans doute. Mais après, la Warner, justement, s'est mis à tenter plein de projets quand les Batman de Tim Burton ont bien marché. Et c'est l'échec de Batman et Robin qui a surtout mis un frein. Par exemple, Superman Lives, la production s'est arrêtée après Batman et Robin. Ce qui est un peu dommage parce qu'ils ont pris la chose comme c'était le genre qui était en échec, alors que la raison c'était juste que Batman et Robin c'était un mauvais film, quoi. Non mais c'est comme ça que pensent les producteurs. Hein. Ouais, c'est ça. Si tu veux, le film fait un bid et eux, leur pensée c'est pas de se remettre en question. Leur pensée c'est non, finalement le genre entier il est mort. Ouais, non, mais c'est un peu abscon comme raisonnement, quoi. Après, il y a eu des tentatives. Par exemple, si je vous parle d'un film Batman au début des années 2000, qui se voulait dans un ton beaucoup plus réaliste, sombre et mature, avec un Gordon en personnage très important de l'intrigue. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Ayer One, C'est Clint Eastwood, c'est ça, non? Non, Non. c'était un projet. Donc c'est beaucoup de thématiques qu'on va retrouver après chez Nolan quand il va faire Batman Begins. Mais effectivement, il y avait un projet de Batman Year One par Darren Aronofsky Ah oui, oui, ouais. et donc il voulait être complètement à l'opposé de la série télé de Batman et Robin, donc dans un ton vraiment froid et réaliste. Et le film devait s'ouvrir par une tentative de suicide de Gordon pour poser le ton. Parce que Oui, il me semble que t'avais comment dire, Clint Eastwood était aussi sollicité pour faire un Batman vieillissant dans un autre projet. Peut-être, j'en ai pas entendu parler il de. n'y Non mais avait pas un casting pour Your One? Pour Your One, il y avait Christian Bale qui était déjà envisagé. Et Bruce Wayne dedans devait écrire des lettres à son père décédé. Selina Kyle était une prostituée, donc vraiment, ça allait même encore plus loin que Nolan dans l'aspect très froid de Gotham City. D'ailleurs, à propos du sujet, on peut parler des projets qui n'ont pas du tout vu le jour, mais on parle aussi des projets qui ont vu le jour sous une autre forme que celle qu'elle devait revêtir. Je prends un exemple, le prochain Doctor Strange, c'est plus du tout le même réalisateur et le film va être complètement un esprit différent, tu vois. je pensais que tu parlais du téléfilm des années 70, toi. Non, non, non. Non, non, mais là, le réalisateur de Doctor Strange 1 était parti sur un thème. Et puis finalement, il s'est fait jeter au profit de Sam Raimi. Oui, mais qui te dit que le thème en question, c'est le réalisateur qui l'a initié et pas les producteurs? Bah, il était quand même, voilà, il était parti Parce pour que faire ses films. Je pense oui, que mais le thème en question est inhérent au projet, donc il te dit que c'est le réalisateur qui l'a choisi et pas les producteurs. bah, je pense surtout que c'est la série WandaVision qui, visiblement, qui a mis un peu le dawa sur ce qu'il voulait faire à la base, quoi. Donc je pense que c'est plus, là pour le coup, ça semble plus un problème de différents artistiques. Oui, mais qui Ah. te dit que, justement, qui te dit que le thème en question dont tu parles, c'est le réalisateur qui l'a proposé et c'était pas le producteur qui le voulait. Ah bah ça, je sais pas, je suis pas dans le secret des dieux. Donc, Pour revenir sur Your One, ouais. Est-ce que quelqu'un ici a vu l'OAV, le dessin animé Your One? Je crois que moi, oui, ouais. Parce que c'est ça, à peu de choses près, hein. Tu passes tout le film avec Gordon, Selina est une prostituée, et Batman est dépressif.
Oui, bah, j'ai pas vu l'OAV, mais j'ai lu le comics. Oui. Effectivement, enfin, c'est la version Frank Miller de Batman, la version extrêmement sombre et névrosée. Mais bah, c'est vrai que passer de la version très gothique de Burton à la version cartoon de Batman et Robin, et après enchaîner là-dessus, la rupture aurait été encore plus nette qu'avec Nolan. Cicéron l'a vu aussi, je crois, le cartoon. Non, je l'ai pas vu. Mais voilà, après, c'était pas si mal qu'il laisse un peu souffler après les 4 films Batman. Quand c'est ressorti plusieurs années après, ça donnait une impression de fraîcheur. Finalement, c'était un mal pour un bien. Je pense que ça s'enchaîne pas trop vite. Il y a eu Catwoman avant quand même. Ah oui, c'est vrai. Mm. Parce que je peux te rappeler, je crois qu'on était, il faut que quelqu'un vérifie, je crois qu'on était en pleine période Spider-Man 3 quand Catwoman est passé. Ouais, Ou Spider-Man 2. Spider-Man 2 plutôt. Spider-Man 3, c'était en 2007, en même temps que Les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent, et le premier Ghost Rider, si je dis pas de bêtises. Et Catwoman, c'était plutôt 2004 ou 2005. D'accord, parce que moi, parce que là, les Catwoman, j'ai pas vu au cinéma, j'ai vu seulement en DVD, donc du coup, je situais bien quelle période, un petit peu de mal. Parce que Catwoman, ah oui, c'est Catwoman, c'est un projet aussi qui a changé, parce que devinez pourquoi Tim Burton s'est barré de la production de Batman. d'accord. Ah, encore un différent artistique, peut-être plus Tim Burton, c'est plutôt là-dessus que ça joue avec lui. Bah, c'est qu'en l'occurrence, ça c'est un truc c'est un truc qu'il faut, je pense, qu'il faut savoir, c'est que euh, Tim Burton n'a pas été engagé comme auteur sur Batman. Seulement réalisateur. Non, comme Yemen, D'accord, comme Yes Man. Tâcheron, Ouais. comme Yes Man. Le mec était à son premier film, je crois que c'est Pee-wee Big Adventure. Donc la Warner le veut lui parce que c'est un réalisateur peu connu du grand public. On pourra le manipuler comme on veut. Enfin voilà. Le film fait un tabac. Sa Batmania est lancée avec Prince. Ça vous dit quelque chose la Batmania ou... Ouais, je me Ouais, souviens. Ouais. oui. Voilà. Et donc il réussit à imposer un univers sombre, enfin comme les BD de l'époque. Et donc du coup, ils officialisent le 2 en laissant, bon bah c'est bon, le mec il sait ce que l'on veut, ça ira. Sauf que dans Batman le défi, il fait lui ce qu'il veut, et ça ne correspond pas du tout à la prod. Du coup, t'as le film marche moyen, il fait 100 millions de moins que le premier, enfin il marche bien mais pas autant que le premier. Et du coup, face aux critiques pas désastreuses, mitigées du deuxième, bah, la Warner le salue quoi. Lui, bon bah on fera un troisième mais sans toi. Après, il reste dans les parages pour Superman. Ouais, bah il a raison les parages parce que je crois qu'il doit avoir moins d'argent, c'est la Warner aussi, je crois. Beetlejuice aussi. Enfin, il reste dans les parages de la Warner parce que bah, entre Batman 1 et Batman 2, il s'est fait un nom, quoi. Puis il y a eu Edward Malargent aussi. Oui. Catwoman, c'est un film normalement. Donc Catwoman, le film de Halle Berry, c'est un film de. C'est un spin-off au départ. Et le projet a changé, évolué. À la base, c'est un spin-off de Batman le défi avec Michelle Pfeiffer en rôle de Catwoman. Oui, et puis finalement, ils sont partis pour refaire les origines et raconter autre chose. Pas forcément pour le meilleur. Mais... Et si je m'abuse, il n'y avait pas d'autres projets aussi de Captain America entre-temps? Bah, t'en as eu 2-3 avant. Ah bon? Comment ça, entre les Batman et le Captain America Non, qu'on a. par le passé. Ah, si, il y a eu la Berpune. Il y a eu dans les années 90, il y a eu un film Captain America. Celui où Ouais. il a le casque de moto comme casque de Captain America. Voilà. Ouais. Ah, génial, ok. Ça, du coup, c'est pas un projet abandonné, il est vraiment sorti. En VHS, il me semble, en Ouais. France. Après, pour rester un peu dans. On parlait de Superman Lives, donc il y avait aussi d'autres projets Superman qui ont failli aboutir. Il y a eu, avant que Bryan Singer arrive sur et fasse Superman Returns, il y avait eu un Superman Flyby avec un certain J.J. Abrams au scénario. Et ça devait être un film très très orienté action. Il me semble que dedans Superman affrontait peut-être pas directement Zod, mais d'autres Kryptoniens. Le film avait l'air d'être très dense, de vouloir regrouper beaucoup d'éléments de la mythologie de Superman. Et au final, on se rend compte que énormément de ce qui avait été développé au niveau des designs et du scénario ont été repris dans Man of Steel. Comme quoi, rien Bah, le travail ne est se jamais perd. perdu, hein. Ouais.
D'ailleurs, je pense à une question inverse. Quels sont les projets qu'on aurait voulu qu'ils soient abandonnés? Je pense à Catwoman et Elektra qui étaient peut-être pas nécessaires. Je pense à Watchmen. Ah, bah, c'est bizarre quand même ta colère à l'égard de ce film. Non, mais disons que je dois faire des sale gueule sur réellement des faciès ou c'est pas un rejet du style de Snyder's. Parce que j'ai écrit une chronique sur le Hulk de Ang Lee, et j'ai l'impression qu'en fait, durant les années 2000, t'as eu une période d'expérimentation de la part de certains cinéastes, Sam Raimi, Bryan Singer et compagnie, sur Ang Lee aussi, et j'ai l'impression que Snyder vient après tout ça, et qu'il récupère tout ça. Bah, encore une fois, le travail n'est jamais perdu, y compris ceux de la concurrence ou des. Non, mais je veux dire que le travail visuel et tout, que les Real ont expérimenté, en fait, que les Singer, Raimi et compagnie ont expérimenté, voir que Ang Lee a expérimenté sur Hulk, j'ai l'impression que Snyder, il vient après et qu'il récolte tout. Ou alors c'est justement le fait que c'est d'autres... un peu ça que je ressens. Hein. Après, il avait aussi expérimenté dans 300, hein, quand même. Hein, il faut pas. Oui, je n'aime pas Croissant pour ça. Mais après, peut-être que justement, c'est le fait que d'autres aient pu expérimenter sur du comic book avant qui ont permis l'émergence d'un gars qui va à fond et qui peut reprendre un comic book case par case à l'écran. C'est ça, match de rugby. Hein, c'est Snyder qui a marqué l'essai au final. Hein. Ouais, mais c'est ce que j'aime pas trop parce que le boulot a été fait par d'autres et c'est lui que l'on considère visionnaire. Tu vois ce que je veux dire? Bon, on s'éloigne un peu du sujet. Mais dans les autres projets Superman, alors celui-là, je crois qu'il n'a pas été très très loin dans son développement. De base, Singer faisait une suite à Superman Returns et qui devait être beaucoup plus sombre que la première. J'ai plus les détails en tête. J'avais trouvé un article qui détaillait bien le film il y a quelques années, mais j'ai pas réussi à remettre la main dessus avant ce podcast. Mais si mes souvenirs sont bons, il y avait le fils de Superman, donc qu'on découvrait dans Returns, qui était contrôlé par les méchants du film. Et il me semble que je me demande si c'était pas Brainiac d'ailleurs, avec du contrôle mental, une histoire comme ça. Et il me semble qu'il mourait à la fin, donc un truc vraiment très très dark. Et le film n'a pas été très très loin dans son développement. Je sais pas si ça aurait été passé auprès du public. Hein, Au mieux le double de Superman dans Superman 4, c'est plus rigolo quand même. 3. Je l'ai en DVD Blu-ray. Hein. Mais je crois que Niffler, les films Superman, c'était pas envie de voir. C'est toute mon enfance. Hein. Les 4 premiers Superman. Enfin, surtout les 3 premiers. Ouais, parce que à la base, Singer voulait faire une trilogie Superman. Sans doute une trilogie, ouais, mais en tout cas, il y avait ce deuxième film qui était sur les rails et qui a rapidement été stoppé. J'aurais bien aimé retrouver l'article parce qu'il me semble qu'il donnait un peu plus de détails, mais... Parce que je crois que, si je me souviens bien, Superman Returns est passé juste après Batman Begins. Ouais. Il y a eu The Dark Knight ou c'était avant ou après? The Dark Knight juste 2 ans après. 2 ans après. Ouais, parce que j'ai l'impression que la Warner voulait remettre sur les rails les 2 franchises phares. Ouais. Oui, c'est ça. Il y a eu au début des années 2000, il y avait eu les projets Flyby et Year One, et finalement, c'est Nolan et Singer qui ont fait aboutir ça. Et à la même époque, il y avait aussi le projet Justice League Mortals de George Miller. Oui, ça, je me demande si c'est pas des rumeurs à la con, parce que Justice League Mortal, moi ce que j'ai compris, alors Justice League Mortal, George Miller, tout le monde le connaît ici? Tout le monde a déjà entendu parler? De quoi? Oui. Justice League Mortal. George Miller. Cicéron, ça te dit quelque chose? Ouais, ça me dit quelque chose, ouais. Mais avec les costumes flashy. Bah, c'est ça le truc, c'est que en fait, ce que j'ai compris, en fait, le projet de George Miller, on était en plein dans quand Avatar n'était pas encore sorti, mais t'avais du Pôle Express qui sortait, t'avais du Legend du Beowulf aussi là, et le projet de George Miller, en fait, c'était de faire un film performance capture. Parce que du coup, en fait, le George Miller entièrement performance capture, ça, c'est des rumeurs, c'est vrai ou ça, enfin, c'est. Alors,
Pour le entièrement en performance capture, je suis pas sûr. Mais en tout cas, il y a des concept art et même, je crois, quelques photos de production des costumes qui traînent sur Internet. Mais il y a une liste de casting et tout. Non, je pense que c'était un projet sérieux, mais effectivement, il y a cette histoire de performance capture. Je suis pas sûr de. Après, c'était un peu l'époque, hein. C'est pas à ce moment-là que Ben Robert oui, Zemeckis t'as a Zemeckis qui commencé faisait Paul Express et puis donc et Beowulf. puis Beowulf, ouais, mais on était en pleine période de cette période-là et Mm. l'idée en fait des journalistes qui défendaient ce projet de performance capture là était en plein dedans de dire là, oui, il y a Zemeckis, il y a George Miller, il y a Cameron qui font tout ça, donc performance capture, technologie de demain, ça va chambouler le cinéma. Donc du coup, ils étaient à fond sur ça et donc le projet vers 2005 se développe, c'est ça, qui est lancé, enfin qui on en parlait. Mm. Parce qu'en 2005, grève des scénaristes, et du coup, le projet tombe à l'eau. Oui. Alors, il y avait aussi un projet, je regarde en même temps parce que j'avais vu un BVS, un premier projet de BVS avec Colin Farrell en Batman et Jude Law dans le rôle de Superman. Ah, j'ai compris que c'était Matt Damon qui n'était pas en Superman. Il y Non, avait Matt Damon aussi, mais il y avait plusieurs noms. Bah, il y avait Christian Bale et Colin Farrell qui étaient envisagés pour Batman. Il y avait Jude Law et Matt Damon pour Superman. Et ouais, ça aurait dû être réalisé par Wolfgang Peterson. À l'époque, en pleine tempête. Oui. Donc, je trouve ça surprenant. Parce que bon, il a fait quelques blockbusters depuis. Ben, et avec Russell Crowe, il avait fait le film sur l'Arche de Noé Ouais. il y a quelques années. Mais à l'époque, il n'était pas vraiment familier des blockbusters. Vous pouvez dire ça? Ouais. Si, quand même. Poséidon, c'est lui. Ah ouais? Ouais, Poséidon, c'est lui. Hmm. En pleine tempête, alerte. Dustin Hoffman et René Russo et Morgan Freeman et Kevin Spacey dans la ligne de mire avec Clint Eastwood. Le bateau Das Boot, c'est un film allemand, c'est son premier truc qu'il a fait révéler, mais ouais, il était Air Force One avec Harrison Ford. Et Ah oui, puis il y avait trois aussi à cette époque-là. voilà, donc Oui. il était en plein Oui. dedans, quoi. Mm. Oui, oui, effectivement. Mm. Mais ouais, en tout cas, j'avais trouvé comme synopsis que le film devait présenter un Batman à la retraite et que sa femme était tuée par le Joker. Donc le Joker allié à Lex Luthor, donc Batman reprenait son costume pour se lancer dans un genre de croisade de vengeance. Et donc Superman se mettait sur sa route et les deux se- finissaient par se battre. Alors, mieux ou moins bien que le script qu'on a eu au final. Et c'est qui a scénarisé le script? C'était pas Andrew Kevin Walker par hasard? Je C'est crois que possible. je crois que son nom a traîné à Warner pendant. Andrew Kevin Walker est le scénariste de Seven. Mm. Et pendant Seven, en fait, il a eu le vent en poupe pendant 2-3 ans. C'est possible, oui. J'ai Le ba- plus les noms en tête, mais ça me dit quelque chose. Donc, bon, je trouve l'idée du scénario un un peu bizarre. Enfin, ça fait vraiment prétexte d'avoir un Batman qui veut aller se venger de Lex Luthor et donc Superman qui se met sur sa route pour pas qu'il tue, qu'il se mette à tuer les méchants. Et quelque part, ça va ressembler un petit peu à ce que fait Batman v Superman, sauf que là, Batman a déjà franchi la ligne. Mais ouais, bah, surtout avec un casting comme Jude Law ou Christian Bale et Colin Farrell, je pense que ça aurait pu valoir le coup d'œil, clairement. C'est que il y a un truc moi qui me chiffonne. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi sur ce coup-là. C'est que ça fait déjà office du l'univers étendu est déjà là. Enfin, dans le genre, les deux se connaissent déjà, c'est ça? J'ai l'impression ouais, qu'il y a... Bon, ce que j'ai trouvé comme scénario, c'est juste une idée de base. Mais effectivement, le fait que Superman veuille empêcher Batman de franchir la barrière morale, ça impliquerait que les deux se connaissent déjà. Donc, introduire ça dans le film au début sans autre film avant pour préparer, effectivement, ça aurait pu être bizarre, précipité. Parce que ça implique bon, bah, la Justice League existe aussi. Enfin, ça implique qu'on sous-entend qu'il existe d'autres héros, genre Green Lantern, Martian Manhunter, enfin des personnages qui, pour le grand public de l'époque, en fait, qui ne connaît pas l'univers comics. Hein, ces personnages-là, genre Flash et compagnie, n'ont pas eu de film pour présenter un public qui n'est pas coutume aux comics.
ça aurait suggéré que, bah oui, mais on parlerait de ces personnages-là, mais sans les présenter. Enfin, quelle est leur importance, quelle est leur relation, quoi. Enfin, il y a tout ça qui aurait handicapé le film, je trouve. Enfin, je pense. Ouais. Mais après, Justice League Mortals, ça aurait été ça aussi. Ça aurait été présenter toute l'équipe en un seul film. Mais je sais pas si Justice League Mortals voulait montrer la formation de l'équipe. Parce que dans ce cas, ça aurait pu quand même servir d'introduction à tous les personnages. Alors que là, effectivement, il aurait fallu, en un seul film, introduire la relation entre Batman et Superman, introduire le fait que Batman soit à la retraite, introduire le fait qu'il reprend sa cape et donc que les deux vont se battre. Ça aurait peut-être fait beaucoup. Justement, là, il me semble que c'est le point de départ du film. Enfin, le pitch du film, c'est normalement la Justice League devient maléfique ou un truc dans le genre, pas? Je saurais pas dire comme ça. Justice League Mortal, j'étais déjà tombé sur des concept art, les photos des costumes qui étaient envisagés, mais je crois pas avoir déjà vu un scénario. Parce que c'est un truc, enfin, que j'en déduis. Alors, dites-moi si vous êtes d'accord, mais j'ai l'impression que dans ces années 2000 là, c'est le fait que la Warner n'a pas confiance envers le public. Enfin, le suspension de crédibilité, en fait, elle ne croit pas que ça marchera. Du coup, ils développent pas les films parce que non, le public n'y croira pas. Ouais, tout ça, c'est Vas-y, des vas-y. choix en amont sur les films, c'est des paris. Mais bon, ils doivent avoir quand même tu sais, des sortes d'études de marché, des choses de ce type quand même Oui, avant mais de. d'où ma réflexion que comment dire, la communauté geek super-héros passe sous les radars de ces études de marché. Bah ouais, bah c'est le problème des études de marché. Après, le truc, c'est qu'il y a personne qui s'affiche dans la rue en disant coucou, je suis geek ou quoi que ce soit, tu vois. Mais bon, il me semblait qu'ils avaient quand même des. Alors, c'est pas vraiment des geeks, mais il me semblait que Marvel avait à un moment une espèce des conseillers qui étaient censés représenter un peu la vision des comics et tout sur chaque production. Et finalement, Oui. il me semble que finalement, ils ont mis fin à ce truc-là. Mais il me semblait que tu avais quand même des gens en interne représentant le regard des comics qui donnaient un avis sur, bah voilà, sur le truc qui allait sortir, quoi. Ouais. Bah, moi, l'avis que j'ai par rapport entre 2000 et Marvel Studios, c'est que ces gros studios-là, Universal, Fox, Warner, perçoivent les geeks comme un public de niche. En soi, les geeks sont un public de niche, Oui, 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 c'est ça. donc ils sont pas tort. voilà, c'est Mais pas ce qu'a réussi à Marvel, c'est à démocratiser les films super-héros pour ouais, le grand public. voilà. Ouais, Parce après, que inversement, on peut se dire que les geeks sont de plus en plus nombreux. Bah, les vrais geeks, non. Enfin, ceux qui vont voir des films de geeks, non. Ceux qui vont voir du grand public en se disant geek parce qu'ils ont un t-shirt MCU, oui, ça, il y en a des tonnes. Après, parce que je veux pas hiérarchiser quoi que ce soit, mais il y a les geeks tendances parce que c'est à la mode d'être geek, parce que tout ce qui sort au ciné, c'est des trucs de geek. Et il y a des geeks qui vont aller voir des films genre si Scott Pilgrim sortait aujourd'hui, ben, tous les fans du MCU iraient pas le voir, même s'ils se prétendent geeks. ça, c'est correct. C'est qu'en gros, ce que je veux dire, c'est que pour ces studios-là, c'est début 2000, les geeks, public de niche. Pour Marvel Studios, public cible. C'est à eux qu'il faut, Oui. c'est à eux qu'il faut plaire, qu'il faut plaire avant tout. Et les geeks en question aiment ces films-là, et du coup, en fait, en aimant ces films-là, ils font la bonne pub autour d'eux, et ça fait que et ça ramène du grand public. Ce que Star Wars en 77 a fait. Mm. Oui, le grand changement qu'il y a eu, c'est que effectivement, je pense, si ça dépend de la définition qu'on a de geek. Pour moi, effectivement, un geek, c'est quelqu'un qui va pouvoir te sortir une connaissance quasi encyclopédique d'une thématique ou d'un univers, d'un film. C'est quelqu'un qui est vraiment plongé et immergé dedans. Euh, voilà, enfin, nous, je pense que si on arrive à tenir des podcasts de 2 ou 3 heures sur une série de 5 ou 6 films, c'est parce qu'on est vraiment passionné, qu'on les a vus plusieurs fois, qu'on peut les comparer aux autres films qui sont sortis sur les mêmes sujets. Voilà, parce qu'on est vraiment passionné.
Mais ce qu'a réussi à faire Marvel, c'est à rendre toute cette culture geek qui était avant très fermée, à la rendre mainstream et à intéresser un public extrêmement large, donc qui s'y connaît pas autant, mais qui va tout autant apprécier. Et tout autant, voilà, si un Avengers Endgame peut faire 3 milliards, bah, c'est pas uniquement parce qu'il y avait 4 geeks qui lisaient les Special Strange dans leur chambre dans les années 80. C'est parce qu'ils ont réussi à toucher un public beaucoup plus large que ça. Et je pense que c'est vraiment une grande victoire pour pas que Marvel, DC aussi y a participé avec la trilogie de Nolan. Voilà, c'est l'industrie du cinéma en général. C'est que, Oui. pour ma part, ce qui se passe avec Marvel, c'est qu'ils ont déverrouillé, par exemple, suspension de crédulité, le fait qu'il faut une star pour un film. Bah, Marvel l'a prouvé que non. A prouvé qu'il y avait un public qui attendait cette mythologie-là. Les geeks d'abord, mais ça a permis de démocratiser cette mythologie-là. Après, effectivement, est-ce qu'un Batman v Superman à la fin des années 90 ou un Justice League Mortals en 2009 aurait attiré autant de monde qu'un BVS qui est sorti maintenant ou Justice League, si tout s'était bien passé, qui sortait maintenant aussi? Ça, c'est moins sûr parce que la démocratisation du genre s'est faite petit à petit. Juste un petit aparté, effectivement, j'ai trouvé le synopsis de Justice League Mortals. Ça aurait dû être un Batman qui voit d'un mauvais œil l'augmentation du nombre de méta-humains qui ont des super pouvoirs, donc qui crée une armée de robots pour essayer de contrôler la situation, mais Maxwell Lord la retourne contre la Justice League, et le film se serait conclu par le sacrifice de Barry Allen, donc en Flash, qui laisserait la place à Wally West. Et effectivement, après entre guillemets, le relatif succès de Beowulf, ils envisageaient de le faire en capture de mouvement. Bah, disons que la suspension de crédulité sur la capture du mouvement, à l'époque, n'était pas des masses, c'est pas des masses acquis, quoi. Ouais. Ce serait aidé à faire passer certaines notions, mais d'un autre côté, le fait, parce que Beowulf, du point de vue français, en fait, là, c'est perçu comme un dessin animé. J'adore Beowulf, je trouve le film absolument fascinant dans la manière dont il est réalisé, mais c'est vrai qu'il y a certains moments où le fait que ce soit des personnages en performance capture les rend extrêmement rigides, rend les regards vraiment étranges. Enfin, on est en plein dans l'Uncanny Valley. Ça fait sortir un peu du film, je suis d'accord avec toi. Peut-être qu'aujourd'hui ça passerait mieux, parce que quand on voit, il y a eu Tintin il y a quelques années qui était vraiment pas mal, il y a eu Ready Player One. Et Tintin se fait défoncer. À cause de sa performance capture? Ouais. Ah, non, mais pas que. Moi aussi, m'a pas mal déçu. Mais il y a moi, j'ai adoré le film. Attention, j'ai adoré le film. Mais l'accueil critique en France a été désastreux. Parce que sur le Tintin, j'avais un souvenir avec le critique désastreux. T'avais tous les fans de Tintin se disaient choqués qu'un scénariste américain touche à Tintin. Et sinon, j'en parlais tout à l'heure avec Mulder, il y a aussi toutes les rumeurs de projets avec Quentin Tarantino, qui lui était branché un peu avec tout le monde pour faire un film de super-héros. Ah oui, à date, on parlait de Luke Cage. Ouais, il y avait un Luke Cage. Alors je sais pas si c'était avant ou après la sortie de Jackie Brown, mais bon, c'était dans ces eaux-là, milieu des années 90. Et je me demande s'il n'a pas été un temps rattaché au fameux projet Iron Man aussi. Mais ouais, c'est un grand fan de comics. Donc ça faisait partie de la culture pulp qu'il a beaucoup développé dans ses films. Et je sais plus. Je me semble que c'est dans une scène de Pulp Fiction, justement, ou peut-être dans Jackie Brown, on voit 2-3 comics qui traînent en arrière-plan. Dans Reservoir Dogs, il y a un poster du Silver Surfer dans un des bâtiments. Donc, le gars est fan de comics et un film Luke Cage ou n'importe quel autre film de super-héros par Quentin Tarantino, je rêverais de voir ça. Ouais, c'était en 90. Faut savoir que, parce que j'expliquais ça à Cesson, faut savoir que Tarantino est très bavard et il balance des idées, mais vraiment genre à l'appel dans chaque interview. Donc à un moment donné, il était aussi Pierce Brosnan voulait l'avoir pour un James Bond. Bon, ça s'est jamais fait, comme vous pouvez vous douter, mais il voulait faire un Star Trek. Et le problème, c'est que
Oui, mais le mec, il a aussi un film sur les frères Vega, sur Travolta et Madsen, le personnage joué par Madsen dans Reservoir Dogs et donc Vega, le Travolta dans Pulp Fiction. Il voulait faire un film sur ces deux-là. Oui, aussi, oui. Donc il y a un problème est-ce que le mec rigole avec le journaliste en balançant des idées comme ça, ou est-ce qu'il est sérieux dans sa tête? Donc ça peut très bien être une vanne en interview pris au sérieux par les journalistes. Si vous voulez un peu l'esprit qu'aurait pu adopter Tarantino, moi je suis tombé sur un article, ça m'avait marqué parce que c'était l'époque des Scorsese, des propos et tout, et j'avais lu en toute mauvaise foi des gens dire oui, Tarantino il a critiqué le MCU et tout, et en fait pas du tout. Et d'ailleurs Tarantino a dit quel était son film préféré du MCU, qu'il trouve vraiment bon, et vous savez ce que c'est Thor Ragnarok. On aurait pu avoir un truc complètement sous acide comme Thor Ragnarok avec Tarantino, quoi. Ça aurait été rigolo. C'est pas parce que le réal adore ce film qu'il est capable de le faire. Non, mais tu vois, il y aurait eu un côté décalé, peut-être pas le même, mais... Ah bah, c'est Tarantino, c'est décalé. Non mais je veux dire, c'est pas parce que le mec adore tel film, il le prend pour exemple, qu'il est capable de faire la même chose. Après, un Tarantino, voilà, Tarantino dans les années 90, ça aurait été dans la veine de Reservoir Dogs ou de Jackie Brown. Je pense qu'un Luke Cage, ça aurait été clairement dans la veine de Jackie Brown. Ça aurait eu de la gueule. Hein. Ouais, ou alors il aurait fait un truc complètement avec un humour complètement... Enfin voilà, quoi. Bah oui, mais comme d'hab, c'est son humour à lui, quoi. Mais autant sur Luke Cage ça passe, autant par exemple sur Iron Man, j'aurais beaucoup plus de mal à le voir. J'ai du mal à imaginer comment son style collerait au personnage, à son univers. Ouais, peut-être qu'il l'aurait vraiment effectivement tordu pour imposer sa patte dessus, mais dans ce cas, est-ce que ça aurait rendu aussi bien que Luke Cage qui a l'air de se confondre parfaitement dans ses thématiques habituelles? Je crois que ça existe déjà. Shane Black en a fait un qui ressemble pas mal, hein, quand même. C'est vrai qu'il peut y avoir il y a un petit côté décalé, un petit peu. Après, il reste toujours. Marvel a toujours dans les cartons un film Daredevil. Peut-être qu'un Daredevil, ça lui collerait mieux, tu vois. C'est vrai. Peut-être même d'après ce que j'ai lu, les dernières nouvelles sur Daredevil, c'est qu'ils essayaient de séduire Nolan pour le faire. Oui, mais ça, je me méfie beaucoup de ce genre d'article parce que là, l'article qu'il y a eu sur. Parce que là, il y a un article qui paraît sur Robert Downey Jr. veut lancer un Sherlock Holmes Cinematic Universe. Moi, je crois que c'est une blague en interview qui balance comme ça un journaliste, vraiment genre pour se débarrasser du mec et que c'est pris au premier degré par le gars, quoi. Ouais, après, tu sais, on sait pas tout, mais il doit y avoir tous les jours des tas de tractations entre réalisateurs, studios, de machin. Oui, on sait pas tout aussi, et c'est peut-être très, très bien une blague d'un producteur ou d'un acteur qui est pris au sérieux parce que Marvel, ça fait vendre. Oui, mais après, faut des fois les journalistes extrapolent sur une simple phrase, ça, mais que vu l'amour que Tarantino a pour toute cette culture pulp, vu qu'il fait déjà des clins d'œil aux comics dans ses autres films, moi ça m'étonnerait pas qu'il ait planché sur un ou deux sujets d'adaptation que ce soit dans les années 90, dans les années 2000. Voilà, et pour le coup, Luke Cage, ça me paraît totalement collé à son style, donc c'est vraiment pas un truc que je trouverais étonnant. Il a dans les années 90, alors il me semble qu'il y avait 10 films en projet, je crois, à cette époque. Il en a encore 5 ou 6 sous le coup de Tarantino quand même. Alors, il avait l'air de dire que le prochain, ce serait son 10e, donc qu'il s'arrêterait là. Après, est-ce qu'il se tiendra à ça? Est-ce qu'il passera sur autre chose? Je sais pas trop, mais en tout cas, oui, depuis le début de sa carrière, il dit je ferai 10 films. Là, il en est à 9. Once Upon a Time était son 9e. Ouais, mais le problème, c'est que dans les années 90, en fait, il disait ça aussi dans les années 90, mais le mec avait tellement l'habitude à chaque interview de balancer une idée de projet que, parce que Jackie Brown, ça revient très tard en fait dans ces projets-là. Il voulait faire, avant Jackie Brown, il voulait faire le projet de les frères Vega, ça date à ce moment-là. Hein. Il voulait faire un film sur les frères Vega, sur Madsen et Travolta à ce moment-là. Oui. Et donc, quelqu'un a un projet en tête, abandonné?
Moi, c'était surtout Spider-Man 4 avec Ah oui, c'est vrai, il y a ça. Maguire. Alors moi, c'est surtout Spider-Man de James Cameron que j'aime savoir en parler. Avec Ah. Leonardo DiCaprio, ouais. Parce que, si c'est son Niffler, Niffler, t'as dû en entendre parler de Spider-Man par James Cameron. Par qui? James Cameron. Ah oui, oui. Et Avec, Cicéron, t'as DiCaprio. entendu. Voilà. Et Cicéron, t'en as entendu parler aussi? Cameron, oui, ça, je l'ai vu passer, tu vois, je l'ai vu passer. Après, le truc, c'est qu'on s'arrête rarement sur des articles sur les projets abandonnés. Mais je sais qu'il y avait un Cameron, comment dire, un Cameron Spider-Man qui était dans les tuyaux, clairement, hein. Donc, mais bon, après, James Cameron, c'est quand il sort un film, c'est un événement, il va faire un tous les 5 ans et tout. Donc, je pense qu'il doit y avoir des dizaines de projets abandonnés avec Cameron, hein. Ça, c'est impossible. Ouais, donc t'avais deux Spider-Man de Cameron. T'as eu Gunn, t'as eu la Planète des Singes, c'est lui qui devait le faire. Doc Savage avec Schwarzenegger aussi. Et t'en as déjà 5 en fait. Et ça date de 90-2000, hein. C'est les projets qu'il a annoncés. Mais en tout cas, ouais, son projet Spider-Man qui préfigurait ce que fera Raimi après. Alors, j'ai plus tous les détails en tête de ce qu'il voulait raconter. Il me semble qu'on retrouve pas mal de ses idées dans le premier film de Raimi, non? Oui. Il y avait deux traitements en fait. T'avais un traitement, le bouffon vert, Octopus, donc c'était le Spider-Man 1 et 2. Et l'autre traitement, c'était Sandman, Venom, c'est le Spider-Man 3. Et la grosse impression que j'ai, c'est qu'effectivement, ils ont coupé le. Parce que c'est les films qu'ils voulaient faire, c'est des films de 3 heures. Bon, à la James Et- Cameron, non? Ah ouais, non, mais sachant que c'était en 2000, donc c'était avant Titanic. Et après Titanic, tout le monde a dit, bon bah c'est bon, il fait ce Spider-Man. Et il pouvait pas parce que les droits du personnage étaient encore bloqués. Et on savait pas quelle production pouvait le faire. Et moi je peux dire que moi j'étais vachement frustré de ça se débloque et au moment où ça se débloque, Cameron parle du projet, il dit oh, mais c'est pas possible comme merde. Après, quelque part, tant mieux qu'on n'ait pas eu de projet avec Cameron, parce que s'il aurait fallu attendre 20 ans entre chaque épisode, si tu veux, tu aurais eu Spider-Man 1, il a 14 ans, et Spider-Man 2, il est en la retraite, quoi. Tu vois, C'est pas toi qui reproche au Marvel trop rapide dans ses films? il y a des limites là, si tu veux. C'est que- Je crois qu'Avatar 2, je crois que que je l'entends même peu. J'entends plus, quoi. Enfin, j'attends plus, tu vois. J'ai arrêté de l'attendre, tu vois, la fin de Avatar 2. Mais par contre, Spider-Man 4, oui, ça, on peut en parler. Je crois que c'est le gros regret, certainement, avec le film Superman, Nicolas Cage. Enfin, il aurait peut-être pu être mauvais, mais Spider-Man 4, je pense qu'il aurait été bien parce que le Sam Raimi aurait certainement tenu compte des critiques à l'égard du 3. Et on avait déjà un setup, je crois, sur le lézard. Non, c'était le vautour ou le lézard qui, en tout cas, C'est de vautour, je crois, et c'était Peter Postlethwaite, John Malkovich qui devait le faire. Ah d'accord, parce qu'on avait le lézard, il est dans les premiers Spider-Man. C'est le professeur avec un bras en moins. Connors, oui, mais il est dans The Amazing Spider-Man. Oui. Mais il me semble que pour le 4, c'était le vautour et la chatte noire aussi. Il a quoi? La chatte noire, Black Cat. Blake et Kate. Felicia Hardy, si tu préfères. Ouais, enfin. C'est pas un film porno. Et vous savez pourquoi il n'y a pas eu de Spider-Man 4? Il y a eu des différends artistiques entre Raimi et la prod. Sony, non ouais. Bah, c'est qu'en gros, ce qui s'est passé sur Spider-Man 3, c'est qu'il y a eu des gros conflits de la prod Sony et Sam Raimi. Ça s'est envenimé à mort, et au moment de faire Spider-Man 4, alors, ça s'est commencé à raconter par Sam Raimi. Il n'aurait pas eu le temps de faire un film convenable selon lui. Je crois que Sony voulait un film 2 ans après, quoi. Voulait faire un film en 2 ans. Et lui, il avait besoin de 3-4 ans. Et le foutage de gueule, c'est que finalement, The Amazing Spider-Man sort 3 ans après le troisième. Bah oui, c'est un peu. Un petit peu plus, parce qu'il y a 2007 pour Spider-Man 3 et 2012 pour Amazing 1. Donc il y a 5 ans, mais effectivement, je crois qu'il a eu que 3 ans de production entre le départ de Raimi et l'arrivée de Mark Webb. Mark Webb a dû arriver en 2009, effectivement. Après, Mulder, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage, hein, tu connais l'expression. Il y avait aussi
une envie de se débarrasser de Raimi parce que le troisième avait pas eu tant de succès que ça. Si, dans Oui, mais pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que le troisième s'est fait tant critiquer? À cause de la prod. Mais tout le monde le sait, ça. Donc ils s'entendaient plus entre la prod et désolé, je mange un gâteau entre prod. Ça s'entend. Sam Raimi, donc à un moment ils étaient si tu veux, en situation un peu de divorce, quoi. Ah non, mais c'est que le Spider-Man 3... Enfin non, mais c'était pas... C'est pas des spéculations, hein. C'est que Venom, par exemple, a été imposé par la prod. Oui, ça je sais, ouais. Ouais. Et ça, tout le monde le sait, ça. Donc du coup, t'as un côté à l'image, on sent que la prod a merdé. La prod a merdé, et puis à un moment, bah, ça pouvait plus s'entendre. Hein. Sam Raimi, il était peut-être pas très content du film qu'il a dû faire pour Spider-Man 3. Ah non, c'est pas qu'il n'était peut-être pas content, il l'a dit lui-même. Oui, bah, voilà. Ouais, non, mais ça te confirme l'impression que tu as, c'est que il le dit lui-même qu'il voulait faire un 4 pour se faire pardonner, mais c'est ça donne attention, hein. Il a dit lui-même. Enfin, je n'invente rien, il a bien dit ça lui-même, enfin, il a fait des déclarations. Non, mais je crois Sam Raimi, il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est dommage. C'est dommage, parce qu'il aurait pu renouveler. Sur quoi il serait parti d'ailleurs? Parce que son pote était mort à Spider-Man, le bouffon vert. Sur quoi on serait parti, le pitch Bah, il me semble que c'est genre le couple qu'il fait avec Mary Jane se plante et du coup on le voit divorcer ou isolé. D'accord, Ouais, c'est intéressant. Ouais. Je crois qu'il partait sur un Spider-Man un peu plus adulte et surtout un peu au fond du trou. Il avait 30 ans depuis le premier film. Oui, non, mais aussi. Mais c'est vrai que je pense qu'il aurait tenté une approche un peu différente. Au final, peut-être que ça aurait été les 10 dernières minutes de Amazing Spider-Man 2, mais au lieu d'être condensé en 10 minutes, ça aurait été un film pour... Parce qu'au final, la thématique de Raimi depuis le premier film, c'est que le fait d'être Spider-Man, ça lui apporte quasiment que du malheur dans sa vie, mais il est Spider-Man, il a cette responsabilité, donc il le fait. Et au final, c'est ça qui inspire les gens, c'est ce que montre le premier, c'est ce que montre le deuxième, et le troisième est un peu plus maladroit, mais on va dire que ça marche quand même. Et là, ça aurait été un peu la quintessence de tout ça, quoi. Lui est complètement au fond du trou, mais le monde a besoin de Spider-Man, donc il continue d'être Spider-Man. J'extrapole un petit peu, mais ça m'aurait paru être un axe intéressant. Bah là, il y a de quoi avoir des regrets quand même. Disons que Ouais, le truc qui se passe, c'est que Spider-Man, même en comics, adultes, ils arrivent pas à le faire. Ouais, parce que tu te détaches du personnage, sauf Spider-Verse, mais c'est différent parce qu'il y a plusieurs Spider-Man. Mais... Non, mais je veux dire, Peter Parker, adulte, les comics ont du mal à le traiter. Ah ouais, parfois t'es bloqué par un personnage. Dans All New Amazing, il est vachement intéressant, Peter Parker un peu plus adulte. Oui, il y a eu récemment, c'était Peter Parker était devenu chef d'entreprise, un petit peu à la Tony Stark. Et justement, c'était une approche intéressante aussi parce que du coup, maintenant, il avait aussi la responsabilité d'être un patron, d'avoir des employés, de fournir des technologies sur le marché qui pouvaient servir aussi à des super vilains. Donc ça apportait un nouveau sens au fait que ça lui apportait un nouveau pouvoir et donc de nouvelles responsabilités. Et ça s'était traité de manière plutôt intelligente. Mais effectivement, dès que le scénariste est parti, ils sont revenus à un Peter Parker qui galère, qui prend des photos pour le Daily Bugle, qui est en coloc et qui a des galères de loyer. Donc même s'il a 40 ans, on revient toujours aux bases du personnage. Et c'est marrant parce que moi je l'ai pas aimé du tout ce Spider-Man là parce que ça faisait vraiment genre il faut un Tony Stark dans l'univers Marvel étant donné que Tony Stark à ce moment-là n'était pas là. Oui, il était mort à ce moment-là. Donc oui. T'avais l'impression que bon c'est bon l'univers Marvel a trouvé son nouveau Iron Man Tony Stark, c'est le Peter Parker. C'est vrai qu'il y avait un peu ce côté-là, mais je trouve que c'était une manière différente d'aborder le personnage. Par exemple, le scénariste de Spider-Man à cette époque, c'est Dan Slott, et juste après, Dan Slott a écrit du Iron Man, et son Iron Man est complètement différent. Il explore des thématiques complètement différentes. Là, je trouvais que c'était appliqué effectivement une couche d'Iron Man sur Spider-Man, mais toujours en utilisant les thématiques de Spider-Man. Donc ça faisait une évolution du personnage qui n'était pas inintéressante. Mais effectivement, on s'éloignait beaucoup de ce qu'était le personnage à la base.
Parce que t'as le Spider-Man de Cameron, enfin donc du coup les deux versions. Donc les droits se débloquent. Et donc t'as Sony qui fait là, avant, parce que Sam Raimi c'est pas le premier choix. Les droits se débloquent. Enfin pour Sony a les droits, c'est officiel, c'est acté. Et du coup, ne veut pas voir Sam Raimi en premier. Il y a Chris Columbus qui vont voir, mais je crois que Chris Columbus était pris sur Harry Potter. Ouais. Il y a de Ouais, ça, ouais, et David Fincher ensuite. Mais je crois que David Fincher, lui, c'était plutôt Social Network et compagnie. Ouais, David Fincher, sur Spider-Man, ça m'aurait paru compliqué de concilier les deux. Après, juste pour répondre un peu à ta question, Mulder, moi, j'ai pas trop de regrets en ce qui concerne le projet Batman, parce que je trouve que Batman, on en a eu beaucoup, sous tous les angles et tout. Donc, je vois pas vraiment ce que d'autres productions auraient pu faire de plus. Moi, j'ai plus de regrets pour des héros voilà, qui ont été moins exploités, quoi. Ouais, Notamment parce que, Hulk. J'aurais parce préféré, que, j'aurais parce que, voulu Bat- le film parce Hulk. que Quoi. Enfin, attends, tu parles bien de Batman? ouais, Batman, je dis, j'ai pas de regrets sur les projets qui ne sont pas allés au bout. Oui, parce que Batman, ça fait quand même depuis l'air de rien, ça fait depuis 10-15 ans qu'ils font du Batman sur Warner. Euh, Bah, je sais pas, mais Parce qu'entre Batman Begins et maintenant, t'as eu que du Batman chez Warner. ouais, Quasiment, oui. ouais, voilà, mais j'ai moins de regrets par rapport à. Ouais, j'ai moins de regrets par rapport à Batman en tout cas moi. Par contre, tu vois, des héros comme je disais, l'incroyable Hulk, voilà, ça aurait mérité peut-être plus de films, tu vois. Et vous en connaissez d'autres encore, des projets abandonnés? Bah, il y en a eu quelques-uns un peu plus récemment. Il y avait notamment la Fox, avant le rachat, qui s'était mis à annoncer énormément de choses. Mais il y avait eu un film Kitty Pryde qui était annoncé. Euh, Là, même si c'est un de mes persos préférés dans les X-Men, j'ai un peu de mal à voir un projet centré sur elle. Peut-être où elle aurait été chef d'une équipe de X-Men, ou un projet. À un moment, elle était membre de l'équipe Excalibur dans les comics, donc un projet centré sur elle, mais avec quand même un casting autour. Là, de ce que j'avais compris, c'était vraiment un projet sur Kitty Pryde. Il y avait aussi un projet de film Gambit par Doug Liman. Ouais, et lui, je crois que c'était Running Gag, c'est à chaque Comic-Con, c'était bien, comment il s'appelle l'acteur qui était casté? Euh, c'est oui, l'acteur des 21 Jump Street. Channing Ouais, Tatum. voilà. Et c'était un running gag, c'est pendant chaque année, il disait des news, genre ça va aller, non mais le tournage va commencer. Oui, mais à chaque année, il nous dit ça, donc au bout de 2-3 fois, tu commences à deviner que c'était mauvais. Ouais. Et là, pour le coup, je pense que ça aurait pu être très intéressant d'être dans tout l'univers. Gambit, il a toute une backstory où il fait partie de la Ligue des voleurs qui est en guerre contre la Ligue des assassins. Il devait épouser la chef la fille du chef de la Ligue des assassins pour unir les deux clans, mais finalement, ben, il s'est enfui, donc c'était une histoire un peu tragique. Pour le coup, toute la backstory comme ça dans la Nouvelle-Orléans avec les clans, je pense que ça aurait pu faire un film intéressant. Surtout que Doug Liman, c'est quand même un cinéaste qui a prouvé qu'il savait tenir une caméra, quoi. Moi, enfin, Doug Liman n'est pas très apprécié par les critiques. Hein. Oui, oh, le Mémoire dans la peau quand même, et puis Edge of Tomorrow a quand même eu un beau succès. Critique, je sais pas, mais en tout Ouais, cas, il a eu un. c'est pas lui qui a fait Knight and Day avec Tom Cruise? Je crois pas. Je crois pas. Non. Parce que Les Mémoires dans la peau, c'est plutôt Bonne Greengrass hein, qui est connu pour même les deux et trois. Enfin, c'est plutôt la saga de Paul Greengrass. Le premier, j'ai l'impression qu'il est un peu oublié. C'est vrai. Non, Doug Liman, il a fait aussi Mr. et Mrs. Smith avec Brad Pitt et Ouais, c'est pas Angelina très Jolie. apprécié. Hein. Et il a fait. Alors, celui-là, effectivement, n'est pas très apprécié, mais c'est un film de mon enfance. Il a fait Jumper avec Hayden Christensen. Mais Et, Smith, je suis pas sûr qu'il soit apprécié non plus. Hein. Celui-là. Bah là, tu détruis son enfance. Non, Mr. et Mrs. Smith, ça fait très très longtemps que je l'ai pas vu, mais ouais, je saurais pas trop dire. Mais sinon, récemment, il a fait Barry Seal, American Traffic avec Tom Cruise. Celui-là, je crois qu'il avait eu des bonnes critiques. En tout cas, moi, je l'avais trouvé vraiment très très bon. En tout cas, ouais, enfin, vraiment, de sa filmographie, je retiens vraiment ses derniers films, là, Edge of Tomorrow et Barry Seal, que j'ai trouvé très très bon. Puis, Puis il
Il y a Chaos Walking qui devrait arriver l'année prochaine avec Tom Holland et Daisy Ridley, qui a été un peu chaotique à produire aussi. J'ai entendu, ouais. Jeu de Tomorrow, c'est l'adaptation d'un manga, c'est ça, c'est le truc, truc dans le futur où il revit sans arrêt la même journée. C'est un petit peu un jour sans fin, mais de façon. C'est ça. C'est ça. Ouais, oui, c'est ça. C'est très très bon. Très très bon. Ouais. Il va y avoir une suite d'ailleurs. Ah ouais. Bon, on est en arrière. C'est l'Arlésienne, ce film. C'est l'Arlésienne. Je crois que t'as Tom Cruise qui veut faire une suite de Age of Tomorrow, mais le problème étant qu'il est déjà sur Mission Impossible. La franchise, et du coup comme c'est pire que le MCU, quoi. C'est que le mec il veut faire beaucoup de franchises pour perdurer, mais oui, mais à un moment faut choisir. Tes films prennent 8 mois de tournage. D'ailleurs, tu sais il y a des rumeurs insistantes qui parlent de Tom Cruise pour incarner un Iron Man d'une autre réalité dans le MCU. Oui, oui, c'est vrai. Il y a vraiment des rumeurs pour ça, je le confirme effectivement. Et moi, ça me ferait marrer parce qu'il fait partie des acteurs qui auraient dû faire Tony Stark dans les années 90, au moment où c'était New Line qui avait les droits. Il a pas. Même dans le film du MCU, avant Robert Downey Jr., il avait été envisagé pour le rôle. Ouais, et le truc qui me fait marrer, c'est là que tu vois qu'il y a un changement de perception par rapport au film super-héros. C'est que à l'époque, dans les années 90, il voulait pas le faire parce qu'on voit pas mon visage. Et maintenant, maintenant, il est chaud pour enfin, les rumeurs sont vraisemblables pour lui. Et là, je me dis, c'est là que on voit que ça a changé parce que si des acteurs qui, au départ, ne voulaient pas du tout en entendre parler, et maintenant commencent c'est vraisemblable, ils pourraient le faire maintenant. Ok, donc il y a vraiment un changement il y a vraiment eu un changement quoi, à Hollywood, l'air de rien. Sauf Brad Pitt et DiCaprio. Ouais. Si, Brad Pitt a fait un truc de super-héros. Ah bon? Deadpool 2. Ah bon, il était Ah oui. Oui. Il y a un caméo très furtif Explique-leur. Ah, c'est un caméo, ça compte pas. Il a fait un caméo dans Deadpool 2, Brad Pitt? Sa tête apparaît très, très... Il fait l'homme invisible. Ouais. Très subrepticement au moment où l'homme invisible se crache sur le câble électrique. C'est la tête de Brad Pitt qui apparaît. Je crois qu'il a même pas été payé pour le caméo. Il est venu une journée sur le tournage. Ils ont tourné ça en 1 heure et puis il est reparti. C'est pire que le caméo de Daniel Craig dans Star Wars. Hein. Il a été crédité. Oui. Crédité peut-être, mais il me semblait avoir lu un article comme quoi il avait même pas été payé. Il était venu juste pour la blague. Ouais, tout à fait l'ambiance. Il est pote avec Brian Reynolds, je présume, ça doit être un truc dans ce genre-là. Parce que tout avait. Clooney et tout, ils sont dans le même humeur comico. Il fait une bande comique avec Ocean's Eleven à Hollywood. Donc, du coup, ça. Effectivement, je crois vraiment qu'il était pote avec Brian Reynolds et pour un pari à la con, il dit oui, bon, je viens pour le caméo, point barre. Il y a aussi un truc dans ce genre-là. En même temps, sur YouTube, c'est vrai, vous avez raison. Hein. Ouais. Parce qu'il y a aussi un caméo très furtif de Matt Damon qui joue Dans Thor Ragnarok, c'est ça? Dans Thor Ragnarok, mais aussi dans Deadpool 2. Quand Cable arrive dans le présent, il croise un Américain, vraiment le bouseux américain qui boit une bière dans sa camionnette et c'est Matt Damon, mais avec une tonne de maquillage, donc on le reconnaît pas. Ah, c'est drôle ça. Pour rester sur Doug Liman, il était aussi sur la Justice League Dark à un moment. D'accord. Alors lui, ça aurait pas été performance capture, je pense que tu aurais fait une normale. Non, mais c'était je crois que c'est de ce film-là qu'on avait eu quelques concept art il y a pas longtemps avec on voyait John Constantine avec une prostituée, on voyait pardon, j'étais encore Justice Mortal, j'ai confondu avec Justice League le Mortal. Pardon. Non, ça aurait été la Justice League Dark. Il y avait eu un concept art avec la Swamp Thing aussi, la chose démarrait. Et alors je sais pas si Doug Liman ça aurait été enfin j'aurais pas pensé à lui pour un film qui se veut dans une ambiance un peu dark comme ça, enfin, plutôt un film à la Guillermo del Toro. Mais je pense qu'en fait Justice League Dark c'est pas qu'il est abandonné, je pense que le projet a simplement évolué sous la houlette de J.J. Abrams. Oui aussi, enfin J.J. Abrams est arrivé récemment dessus effectivement. Là on parle d'une série en ce moment. Mais en tout cas, la Justice League Dark, elle rassemble certains de mes personnages DC préférés, donc c'est un film que j'ai très très hâte de voir et j'aurais été curieux de voir ce que Doug Liman aurait pu faire dessus, même si c'est pas son genre de prédilection. Ça aurait peut-être pu être surprenant. Après, alors j'ai encore
2-3 films que En tête, c'est ça? Ouais. Tu l'as traité? Ouais. Donc, juste en parler rapidement. Alors, il y a un nom qui va revenir souvent dans les films de super-héros de ces dernières années, c'est David S. Goyer. Il était scénariste des Ghost Rider, des Blade. Il a même réalisé le Blade Blade Trinity. Trinity. Et Il a scénarisé aussi scénarisé Nick Fury. Nick Fury. Il a scénarisé les Dark Knight, co-scénarisé les Dark Knight, Man of Steel et BVS. Il était sur la série Krypton. Je crois qu'il. Sans déconner, il était sous Krypton? Ouais, il était peut-être que producteur sur Krypton, mais il y avait son nom dessus, ouais. D'accord. Oh la vache, ah oui, tu m'apprends quelque chose là. Mm. Mais ouais, donc c'est vrai qu'il a pas mal tourné dans le milieu des films de comics, et il a été pressenti pour en réaliser 3 dans le courant des années 2000. Donc, il y avait d'abord eu un Doctor Strange, qui est évidemment tombé à l'eau. Il y a eu un Flash. Bon, Flash, ça fait 20 ans, 25 ans qu'ils essayent de l'adapter, et c'est un des noms qui est passé sur la réalisation du film. Et il aurait dû réaliser aussi le X-Men Origins Magneto, qui serait venu après X-Men Origins Wolverine, et dont beaucoup des idées, des éléments de scénario ont été repris après dans X-Men Le Commencement. Voilà. Là aussi, on est un peu dans le même cas que pour Superman tout à l'heure, avec plein d'éléments qui ont été réutilisés dans les films suivants. Là pour David Goyer, on est dans le cas du scénariste qui s'improvise réalisateur et qui prouve qu'il est incapable de tenir une caméra. Aussi, oui. Parce que Monsieur Blade Trinity, il a bousillé sa franchise. Comme Jonathan Slide lors du Punisher, avec Thomas Jane. Le réalisateur s'appelle Jonathan Slide. Le mec, il est connu pour avoir scénarisé Die Hard 3. J'ai pas vu les Punisher, donc je saurais pas trop dire. Et il y a Steven de Souza, donc le réalisateur de Street Fighter, l'Ultime Combat. Désolé pour la référence. Zay Van Damme. C'est lui le scénariste de Piège Cristal. Il est connu à Hollywood pour les films d'action produits par Joel Silver. Et donc là, on est sur 3 cas du scénariste qui on prouve que vous n'êtes pas capable de gérer un film. Donc ça doit être ça qui a posé problème lors de la réalisation de Flash. C'est surtout que Blade Trinity le laissait pas avec un franc succès. Je me demande si c'était pas son premier film. D'ailleurs, il a dû en faire un. Si, c'est son premier film, ouais. Il en a peut-être fait un ou 2 autres après. Je sais pas exactement. S'il en a fait d'autres, je les ai sans doute pas vus. Mais effectivement, ça ne le mettait pas après dans une position très favorable pour réaliser Doctor Strange, Flash ou X-Men Origins. Sans la grève des scénaristes, je pense que ça se serait fait. Parce que c'est vraiment la grève des scénaristes de 2007-2008 qui a mis un coup d'arrêt total au projet. Mais après, il s'est fait un nom rien qu'en étant co-scénariste des 3 Dark Knight, de Man of Steel, de BVS. Il a quand même réussi à s'imposer. Ouais, à ce sujet-là, donc pour sa défense, je vais pas te la charge contre lui tout le temps. Batman Begins, regarde l'année. Ouais, 2005 de sa sortie. Ouais, et regarde l'année de Blade Trinity. 2007. Non, c'était juste avant. Juste avant. Attends, je vais regarder. Ah oui, 2004, effectivement, Blade Trinity, oui. Ouais, c'est qu'en fait, à sa décharge, Ouais. le film Blade Trinity est sorti genre à poil 2-3 mois avant Batman Begins. Le réalisateur, David Goyer, s'est expliqué dans des pages et des pages, c'est les compagnies. Le mec, on l'a engagé pour faire Blade Trinity, donc il devait faire Blade Trinity, c'était programmé et tout, calculé. Mais le problème, c'est qu'au moment où il prépare Blade Trinity, on l'appelle pour faire Batman. Donc Ouais. le mec il a avoué que j'ai dû délaisser mon plateau pour faire Batman Begins, je pouvais pas refuser. Du coup tout le côté préparation bâclé, on voit d'où ça vient. Mais du coup, est-ce que ça lui a pas fermé des portes par la suite? Oui, je crois. Au niveau réalisation, ouais. Au niveau scénario, ça a peut-être apporté beaucoup de légitimité, parce qu'après il s'est retrouvé sur Batman Man of Steel quand même après. Oui, c'est sûr. Et je crois que c'est lui qui a spoilé Dark Knight d'ailleurs. Au moment où Batman Begins sort, donc une interview de lui où il m'a spoilé le film parce qu'il explique, parce que lui il avait un plan sur 3 films en fait. Et il disait que oui, dans le deuxième on devait avoir le Joker, la cavale du Joker, et dans le troisième le procès du Joker. Et donc le mec il a expliqué ça dans une interview entière, quoi. Ça c'est aussi un regret. Est-ce qu'on aurait, si Sludger était vivant, quand on aurait peut-être pu avoir un 3e Batman meilleur que Batman. Vous voyez lequel. C'est un Drive. Hein? Dark Knight Rise, c'est ça? Ouais, c'est ça.
Ça reste à voir, parce que vu le personnage parfait qu'il nous avait offert dans The Dark Knight, c'était un coup à le désacraliser et à trahir un peu les fans de la franchise. Bah, ça risque à prendre. Où il aurait, comment dire, Parce que là, t'as l'impression d'avoir entreaperçu le potentiel du personnage. Ah, pour moi, il est bien exploité. Elle est bien exploitée, ouais. Une Dans petite le scène jeu, dans mais une je petite pense scène en prison, pourquoi pas, mais c'est tout. Après, ça le met trop au second plan pour le personnage qui crève l'écran qu'il est. Bah, c'est que pour moi, je sais pas, un troisième qui conclut vraiment, genre, normalement, le troisième, c'est le procès du Joker, et on devait voir, en fait, l'ascension du double face en vrai méchant. Et du coup, en voyant le deuxième, je dis, ouais, mais là, d'un coup, c'est, ok, ça a été réécrit, je pense, à la dernière minute par Nolan, parce que Nolan ne voulait pas, je pense que Nolan, en fait, d'où la critique qu'il y a eu sur les Warner, c'est nous, on fait du vrai cinéma par rapport à Marvel Studios qui commençait à l'époque, je crois, sans vouloir dire de conneries, c'est que lui, il voulait pas faire un truc à suivre. Un tel film où on voit on voit deux méchants vivants, ça aurait, avec une suspension de, ils vont revenir, ça aurait donné trop un deuxième acte à suivre, je pense. Ouais, bon, Mm. tu sais, la fin, ça, il y a un petit côté à suivre aussi, mais c'est vrai que c'est un peu plus conclusif que si on avait eu un double face encore sur son lit d'hôpital. Alors moi, de mon côté, j'arrive un petit peu à court. J'en ai encore deux, trois. J'ai le film Inhumain qu'on n'a jamais vu, Ouais. vu qu'il a été remplacé par la série. Donc, bon, les questions qui se posent, est-ce qu'on aurait eu le même casting? On aurait eu un truc sans doute beaucoup plus ambitieux. Parce que de base, le film devait sortir avant. Alors, je sais plus si c'était avant Infinity War ou entre Infinity War et Endgame, mais Il me semble que c'était entre les deux, parce que du coup, entre. t'as eu beaucoup de gens qui ont spéculé sur le fait que est-ce qu'on va voir les Inhumains dans le avant Infinity War Part 2. Oui, bah Il me c'est semble ça. que Et c'était donc, entre deux. est-ce que ça aurait changé quelque chose à Endgame s'il y avait eu vraiment un film inhumain entre les deux? Est-ce que les Inhumains auraient eu un rôle peut-être dans la bataille finale, peut-être ça aurait pu changer beaucoup de choses s'il y avait effectivement eu un film? Bah, si j'en crois Kevin Feige, il a annoncé, enfin, au moment du Marvel Event, enfin, c'était le Marvel Event qu'il a annoncé le truc, le plan. Oui, oui, Je me oui. trompe pas. Ouais. Si j'en crois ces déclarations-là, les Inhumains n'apparaîtront pas n'apparaîtront pas dans le part 2. Mais j'ai l'impression que ça c'est mon ressenti perso, c'est que il y avait déjà dans le gaz entre Perlmutter et lui à ce moment-là. L'Inhumain, c'est le projet du Perlmutter qui lui absolument voulait mettre les Inhumains à la place des X-Men. Ouais, oui, oui, Les, oui. les X-Men c'est la Fox, Mm. nous on va voir les Inhumains à la place. Oui, oui, oui. Même dans les comics, ils ont essayé à un moment de mettre les X-Men un peu en retrait, à ce moment-là, de mettre les Inhumains un peu plus en avant. Ça n'a pas marché. Donc effectivement, c'est fort possible que ce soit Perlmutter qui forçait un peu pour inclure les personnages. Mais on peut quand même supposer que s'il y avait eu un film inhumain entre les deux, bah, un peu comme Captain Marvel, ils auraient eu un rôle, même un petit rôle dans Endgame, au final. Ouais. Et ça aurait pas été trop tard par rapport à. Bah, on aurait eu un cas à la Captain Marvel. Ah, mais Captain Marvel était prévu de manière sûre et de longue date. Oui, 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 c'était non, mais enfin, le film inhumain, quand ils l'ont annoncé, c'était bah, ouais, au Marvel Event, donc c'était en 2015 ou 2016. Ils avaient largement le temps de. Je suis même pas sûr que le scénario d'Infinity War Endgame était vraiment fini et bouclé à ce moment-là. Non, non, c'était encore prévu en deux parties déjà. Donc Oui, c'était pas encore, c'était les gros, ils savaient même pas comment le Endgame allait commencer. Genre la scène d'intro avec Jeremy Renner était décidée à la dernière minute pour ouais, finalement ouvrir le film. Alors ça aurait dû finir le Endgame, enfin le Infinity Wars d'avant. ouais, Parce que il me semble que le Captain Marvel aurait dû apparaître dès Age of Ultron. C'était un des problèmes qu'il y a eu entre Whedon et Feige, l'un des rares problèmes. ouais. Parce que Whedon voulait Captain Marvel à la dernière scène de Avenger 2, histoire de sous-entendre il y a des autres personnages que je n'avais pas encore vus, sous-entendre l'existence d'autres personnages, sauter raccord avec Agents of Shield. Mm. Et le problème qu'il y a eu, c'est que à la dernière minute, Kevin Feige a dû refuser parce que non, on a d'autres plans pour elle, tu peux pas l'introduire comme ça. Ce qui a fait dire à Whedon qu'il y a encore des problèmes de personnages féminins et tout. Mais il s'est révisé après lors du Marvel Event en disant bon bah finalement c'est bien, j'étais pas au courant qu'il y aurait eu un film Captain Marvel, finalement c'est bien. Enfin c'est comme ça que j'ai ressenti. Mm. J'ai plus tous les détails, ouais, mais oui, j'avais entendu parler
du fait que Captain Marvel devait apparaître dans la toute dernière scène de Age of Ultron. Puis sinon, j'avais aussi celui-là qui m'intéressait beaucoup, c'était le film Fatalis, Doctor Doom de Noah Hawley, le créateur de la série Légion. C'est peut-être pas mal. Ça parle, série Légion que je vous recommande. Hein, si vous avez, Ouais, elle était très bien. si c'est rond, je la recommande. C'est imagine X-Men façon Twin Peaks, façon David Lynch. Ah, ça doit être chouette ça. Ouais. Ouais. 3 saisons, 8 à 10 épisodes chaque saison. Légion a vraiment une ambiance très cool. J'allais dire unique, mais bon, effectivement, il y a un petit peu du David Fincher, un poil plus psychédélique dans l'idée. Ouais, je disais David Lynch. Oui, aussi. David Lynch, Kafka, enfin cet univers surréaliste un petit peu psychédélique. Oui, tout à fait. Et sur Fatalis, bon, après ça dépend de l'angle qu'ils auraient pris pour le personnage. Est-ce qu'ils seraient effectivement partis dans un délire sur ses pouvoirs magiques? Est-ce qu'ils auraient été plus dans un truc un peu politique en mettant en avant le fait que c'est le souverain de la Latvérie? Il y avait différents angles possibles pour aborder le personnage, mais ça aurait pu être très intéressant. Et c'était l'en-séquence c'était au moment où il y a Fantastic Four le Josh Trank ou c'était encore avant? C'était à ce moment-là donc le projet a germé. Après, un peu avant le rachat, et finalement c'est je pense le rachat qui a enterré le film. Ouais, mais c'était sûr ça ou c'était juste une rumeur? Je crois que Noah Hawley en a parlé plusieurs fois en interview, donc ça avait l'air d'être un truc assez concret. D'accord. Ben... Parce qu'il y a peut-être moyen que Marvel suive et aussi s'ils arrivent à trouver un truc, films pas errated mais plus sérieux, plus mature, il y a peut-être moyen pour qu'ils réussissent à caser ça. Ouais, je pense qu'ils vont le faire. Honnêtement, je sais pas pourquoi, mais ce serait un peu dans l'air du temps. T'as vu le Joker, ça a bien fonctionné. Peut-être qu'ils auront envie de faire un film Fatalis un peu plus. Ah non, mais moi je suis sûr qu'ils essayent de trouver un truc pour. Je crois que Disney déjà a déclaré que oui, ils mettront des films moins familiales sur Disney+. Donc du coup, il y a moyen qu'ils arrivent à trouver une case pour parce que tout ce qui est Ghost Rider, tout ce qui est Blade, en PG-13 ils y arriveront pas. Ils sont obligés du fait du R-rated, de violence, du gore et tout, ils sont obligés. Avec des gros mots, ils sont obligés. Donc il y a peut-être moyen pour qu'un projet comme le Fatalis que tu viens de décrire puisse rentrer dans les cases. Alors, le dernier article que j'ai retrouvé sur les toiles héroïques sur le film date de mars 2019. Noah Hawley dit qu'il avait demandé à Kevin Feige s'il devait continuer à travailler sur le film et que Feige lui avait pas donné de réponse concrète pour le moment. Effectivement, il laisse un peu la porte ouverte, mais... c'est sympa, tu poses une question au mec, il te dit « Ah bah je sais pas ». Ouais. Non, mais c'est un peu le cas pour Deadpool aussi. Hein. Mais voilà, et donc il dit que il partait plus sur l'idée d'un thriller géopolitique où Fatalis aurait installé un dôme autour de la Latvérie pour l'isoler du monde, et il aurait ensuite invité une journaliste pour qu'elle soit la porte-parole de Fatalis auprès du monde pour montrer comment il gère son royaume. Donc ça aurait pas été effectivement dans l'aspect magie du personnage apparemment. Ou alors en twist du film. Il y a un petit côté House of Cards version Marvel. Après, les Légions, le pouvoir était pas mis en avant tout de suite. Oui, c'est vrai que pendant toute il entretient un peu le mystère sur est-ce qu'il est vraiment fou ou bien est-ce qu'il a des pouvoirs. Si on a lu le comics, on sait, mais c'est vrai que ça restait bien fait de ce côté-là. Je sais pas pourquoi, mais j'imagine très bien. T'imagines, t'as les Fantastic Four lancés dans le MCU, mais genre il y a un projet et tout. J'imagine très bien Fatalis devenir une série façon Nick Fury. Ouais, je pense qu'ils vont faire un gros film dessus. C'est la sensation que j'ai. Plus qu'une série. Mais bon, après, on sait pas. Mais... Non, parce que là, on parle d'un film, c'est ça. C'est bien un film le projet, d'accord. C'était un projet de film, ouais. Parce que le coup de Daredevil sur Netflix, par exemple, à la base, ça devait être un film. Hein. Mais c'est vrai que le modèle série s'impose de plus en plus pour beaucoup de projets.
Mais surtout avec Disney+, maintenant, la frontière entre film et série va vraiment être brouillée. Je peux te dire qu'en suivant les séries, pour moi, c'est le cas depuis 10-15 ans quand je vois des trucs comme Westworld, quand je vois des trucs comme Galactica, quand je vois des trucs comme House of Cards ou West Wing. Oui. Le format série est nettement plus, sans préjugés, hein, c'est-à-dire sans être vraiment fan, il y a nettement plus d'opportunités pour un scénariste de développer ses personnages dans son univers au format série plus qu'au cinéma. Ah oui, c'est sûr, quand le rythme Ouais. est bien géré, ouais, une série, ça offre tout de suite des possibilités beaucoup plus développées. Après, moi, ce que je crains surtout sur les séries comme WandaVision et Falcon et Winter Soldier, et puis tous les projets qui peuvent arriver après, c'est des trucs un peu comme The Mandalorian, où là, le format série, je trouve, est pas du tout mis à profit, où on aurait pu raconter exactement la même chose, le même développement dans un film de 2 heures, 2 heures et demie, que ça aurait pas posé problème. Alors que je vois la série effectivement comme une opportunité de faire, vu qu'on a plus de temps, développer quelque chose qui nous aurait pris en temps normal 2 ou 3 films. C'est exactement l'observation que je fais sur House of Cards ou les séries en général, genre Homeland par exemple. T'as l'impression que ce sont des films en fait reconvertis en séries télé, Mm. qui sont pourtant primés en tant que série. Maintenant, inversement, le MCU a son côté série, donc tu Ah peux, ouais, je suis d'accord, qui est totalement assumé. tu peux avoir un développement de Fatalis sur 4 ou 5 films. Mais comme l'ont été en son temps les James Bond, comme l'ont été les Star Trek, les films hein, avec Kirk et Spock, comme l'ont été les X-Men, comme l'ont été. Enfin, je veux dire, le format série n'est pas propre à la télévision. Mais après, pour revenir un peu à Fatalis, je me dis peut-être que Marvel veut se le garder sous le coude pour leur prochaine adaptation des 4 Fantastiques. Parce que bon, ils vont peut-être essayer dans un premier temps de mettre en avant d'autres méchants, vu que Fatalis a déjà été dans toutes les adaptations précédentes. Mais en même temps, l'occasion serait trop belle. En plus, Fatalis peut typiquement être un méchant à la Thanos qui représente une menace pour tout l'univers Marvel. Donc, mais Et tout en étant plus humain. oui, mais en fait, si effectivement dans les prochaines années on a Flash, on a Spider-Man avec le retour de Tobey Maguire et Andrew Garfield comme le veulent les rumeurs, ça peut ouvrir les portes du multivers et donc ça peut le faire qu'on aurait effectivement un film Fatalis sur un Fatalis d'un autre univers qui se développerait complètement à part du MCU. Nifler, tu veux dire quelque chose? Non, moi j'ai plus ou moins dit ce que je voulais dire sur la série. Moi ça me semblerait intéressant à voir ce qu'ils font du personnage. Mais après ça c'est encore quelque chose qui est très actuel. On parle pas d'un projet définitivement annulé et qui ne verra jamais le jour. Ouais, Oui. c'est ça le truc avec les Marvel, c'est que par exemple, si vous regardez les projets abandonnés du côté de chez Marvel, la grosse impression que j'ai, c'est que Marvel Studios a recyclé ses projets abandonnés. Ouais. Parce que par exemple Black Panther, ça date pas du film avec le regretté Chadwick Boseman. Black Panther, dans les années 90, on en parlait déjà. Mm. Avec Wesley Snipes dans le rôle de Black Panther. Oui, T'avais fini, Ada? oui, j'avais fini. Moi, je vais pas tarder à vous laisser de mon côté. Bah, tant qu'on tient Cicéron, on peut peut-être faire la conclusion, au moins te la tienne. Avant de me tourner vers les projets abandonnés, moi je préfère plutôt m'appesantir ou comment dire me concentrer sur les projets qu'on a eus. Tu vois, il y a beaucoup de fantasmes autour et puis quelque part c'est sympa d'en parler, mais finalement ce que je retiens c'est que ces projets abandonnés ont quand même eu leur utilité pour avoir ce qu'on a eu maintenant. On l'a dit à plusieurs reprises de manière directe ou indirecte, ils ont préparé le terrain pour des films, préparer des idées de réalisation, etc. Donc c'est pas tant des flops que ça. Et éventuellement, je préfère un projet abandonné plutôt qu'un film nul qui est fait, quoi. Et quelque part, bah, ça sert de brouillon et voilà, je ne pense pas que ce soit inutile pour les films de super-héros qu'on a pu avoir. Voilà. Des flops, non mais comment tu dis flop? Ils ont pas floppé, ils sont pas sortis. Oui, non, mais je veux dire, je préfère un film abandonné, si je puis dire, plutôt que d'avoir une vraie bouse au cinéma où on se dit il aurait dû l'abandonner, tu vois. Ouais. Mais Genre, en tout cas, tu veux dire que ces projets ont laissé des traces.
Voilà, mais bon, en tout cas, le travail est fait et, et voilà, et c'est pas perdu pour tout le monde. Voilà, après le reste, c'est de la spéculation, c'est du fantasme. Bon, voilà, il y a de quoi discuter entre nous, entre passionnés, quoi. Mais, mais bon, voilà, c'est pour ma conclusion. Nifleur. Ben moi, je trouve que c'est justement hyper intéressant d'en parler entre passionnés, comme tu dis. Alors, c'est intéressant Euh, d'en parler, hein, je dis pas l'inverse. oui, mais alors évidemment, je suis entièrement d'accord. Pour moi, j'aurais préféré avoir tous les films, entre guillemets, parce que tous les films apportent quelque chose, même les plus mauvais. Au moins une soirée où on les regarde en mangeant devant et c'est drôle. Mais les projets abandonnés, les plus récents, ils m'éveillent, par exemple, la suite des Spider-Man de Mark Webb m'éveille une certaine mélancolie. Mais les projets avant 2000 ou début 2000, c'est vraiment fascinant parce qu'on voit ce que ça aurait pu donner. Et des fois, on prend tellement pour acquis ce qu'on a eu qu'on se demande pas comment est-ce que ça aurait pu être autrement. Et là, comparer un peu les projets, comparer un peu avec ce qu'on a eu, voir quel univers parallèle, j'aime bien la métaphore que tu as pris en intro, quel univers étrange ça ferait, c'est vraiment fascinant et c'est pour ça que j'adore découvrir des... J'en connaissais pas beaucoup de ceux qu'on a vus ce soir, donc ça m'a plu d'en découvrir un peu. Et ouais, non, c'est peut-être un fantasme de fan, mais c'est vachement intéressant quand même. Si t'aimes bien les univers parallèles, je te conseille la série Fridge avec Joshua Jackson, Anna Torv et John Noble, je crois que c'est l'acteur. Walter Bishop. John Noble, c'est le. Il joue dans Seigneur des Anneaux aussi, le roi répressif. C'est une série de J.J. Abrams qui parle des univers parallèles. Hein. Je prends note. Tu recommandes Ah, des séries bah oui, à parce qu'il n'en plus faut. pouvoir? Ouais, non, mais moi, attends, ma première série c'était Code Quantum, mais j'ai l'impression que cette série marque en fait l'air de rien avec la pop culture et qu'elles sont méprisées pour autant, alors que bah non, il y a des tas de trucs qui sont géniaux. Je suis d'accord Non, avec toi. j'en doute pas. Mhm. Je suis d'accord avec toi, Mulder, sur ce point. Et Ada, Alors, du coup, je me place un peu dans la lignée de ce qu'ont dit Cicéron et Nifleur. Je trouve ça vachement intéressant d'en parler. Nifleur, tu disais ce serait bien de tous les avoir, mais après on est un peu dans un dilemme où si on avait eu le Spider-Man de James Cameron, on n'aurait jamais eu celui de Rémi. Si on avait eu Oui, le Batman dans le Year sens One, où on n'aurait jamais eu dans, celui de Nolan. dans le sens où je souhaiterais jamais ne pas avoir eu un film, tu vois. Oui, Donc, par c'est sûr que réciprocité. moi aussi, tous les films dont on a parlé ce soir, même ceux dont on pouvait être sceptique quant à la pertinence ou la qualité, ça m'aurait intéressé de les voir. Et puis, quand on voit certains noms d'acteurs ou de réalisateurs qui étaient attachés au projet, je trouve que ça participe un peu à la magie des films. Nous, on est passionnés de films de super-héros, donc effectivement, ça participe un peu à la magie d'imaginer des films qu'on verra jamais. Et des fois, je tombe aussi sur des scénarios de films. Voilà, je me renseigne un peu sur un réalisateur, je vois des ébauches de films sur lesquels il a travaillé qui sortiront jamais. Et ça aussi, ça participe à renforcer toute la mythologie qui entoure le cinéma. Et donc, ouais, je trouve que ça fait du bien des fois de dépoussiérer un peu les placards et de voir ce que ça aurait pu être. Et donc, pour le film de cette liste que j'aimerais le plus voir un jour, je pense que je dirais quand même le Justice League Mortals de George Miller. S'il y avait insufflé la même énergie que dans Mad Max, et si, vu que la performance capture lui aurait permis de faire des trucs de réalisation sans aucune limite technique, je pense que ça aurait été un truc intéressant à voir. Après, dans les projets plus modestes, il y avait Gambit et Fatalis qui me titillaient bien aussi. juste pour signaler un truc sur le Spider-Man de Sam Raimi, de mémoire, alors je vais citer ma source, Ciné Live de l'époque en fait. Les critiques étaient très mitigées sur le Sam Raimi parce que c'est la première fois qu'on faisait un film. C'était pas la première fois, il y avait eu quand même X-Men avant, mais je veux dire, il y avait une grosse production qui prend son postulat d'adaptation, pas premier degré, mais
avec respect, ça a désarçonné beaucoup de monde, et en France, c'était kitsch ridicule, et les critiques étaient très très mitigées. Et en particulier parce que tu avais eu le Spider-Man, t'avais eu le Spider-Man de James Cameron qui était devenu légendaire, et l'Italie qui était sorti 2 ans avant. Et donc du coup, il y avait de la part des critiques qui avait un côté là, il est sympa, mais bon, ça aurait été tellement mieux avec James Cameron aux commandes. Parce que vous voyez, il y avait eu un côté là, oui, mais vous avez fantasmé un projet, ouais, mais il faut quoi le film en fait, finalement. Donc en conclusion, je dirais juste en fait que c'est le souci qu'il y a avec les projets inaboutis, c'est qu'on peut pas les voir, on peut que les fantasmer, mais on sait jamais si ces projets. Parce que je prends l'exemple de Terry Gilliam, l'homme de la Mancha. Le titre, c'est ça. Ouais. Hellman de la Mancha. Le projet était tellement fantasmé, il y a eu tellement de galères à un tournage que à l'arrivée, en fait, il me semble que les critiques ont été très. Il y a eu les déceptions étaient énormes, je crois. On s'attendait à un chiller et en fait, c'était un film moyen. Il me semble que les échos, c'était ça. Oh, c'était un bon film, mais effectivement, il y a eu trop d'attentes qui se sont cristallisées autour. Après, au-delà du fantasme, je pense qu'il faut plus voir ces projets comme des films, dans le sens où il faut plus voir ce qu'ils auraient permis, peut-être, ou ce qu'ils auraient changé dans le paysage, plutôt que de juger du film, parce qu'effectivement, on n'en a pas de film à juger. Ben voilà, c'est que il y a le côté genre oh ça aurait été tellement mieux avec machin comment, ça aurait été tellement mieux avec machin comment. Non, tu peux pas le savoir. Parce que je prends par exemple un truc Dune. Vous savez qu'il y avait un film qui s'appelle Dune de Alexandre Jodorowsky, qui est donc un cinéaste européen, qui devait sortir avant le Star Wars. Précision très importante, avant le Star Wars. Le film ne s'est pas fait, il y a eu trop de galères de tournage, parce que le réalisateur dans les années 1970, Jodorowsky, cinéaste européen qui vient à Hollywood, ça clash. La culture n'est pas la même. La façon de l'industrie française et américaine, trop de dissonance, ça ne marche pas. Le détail à savoir, l'un des producteurs qui a servi de porte-parole à Jodorowsky auprès des producteurs s'appelle Gary Kurtz. C'est important de le savoir parce que une fois que le Dune de Jodorowsky s'est planté, enfin n'a pas trouvé de répondant aux États-Unis, le Gary Kurtz est allé trouver un certain George Lucas pour le guider sur Star Wars. Donc si le Dune avait marché, il n'y aurait pas eu Star Wars. Oui, sans doute. Ouais. Comme Cicéron en parle, ouais, les projets en question abandonnés, ça laisse toujours des traces. Ça, c'est un truc qu'il faut considérer que ça sert à rien de fantasmer les films en question là. De toute façon, la nature fait son œuvre. Les idées ne se perdent pas quand on les retrouve dans des œuvres existantes. Quel que soit en fait sous quelque forme que ce soit, les films qui existent en fait n'auraient pas pu avoir lieu s'il n'y avait pas eu les fantasmes d'avant. Ouais, c'est du boulot qui est fait, donc ils sont pas cons au point de les jeter à la poubelle. Enfin, voilà quoi. Bah attends, les producteurs sont John Peters par exemple sur Superman, il est encore en poste à la Warner. Ouais. Les idées de Kevin Smith, à mon avis, elles sont restées sur Man of Steel. C'est peut-être lui qui les a communiquées. Entre J.J. Abrams et Snyder, c'est peut-être lui qui les a communiquées. Ouais. Mais je crois que j'avais oublié de le mentionner tout à l'heure sur Superman Flyby. C'était déjà Henry Cavill qui était pressenti pour le rôle. Et il avait même fait des tests en costume où c'était un costume tout brillant, très différent de celui qu'il portera dans Man of Steel, mais il y a des photos qui datent de 2004 d'un test de costume avec Henry Cavill qui porte déjà un costume de Superman 10 ans avant Man of Steel. Donc c'est assez fou de voir comment les choses se répercutent dans le temps. Et merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Donc au prochain podcast. Au revoir. À une prochaine fois. Merci d'avoir écouté.